Même celui qui rassemble le plus dans notre camp. Des députés déstabilisés par l'attitude du président de la République. Et déjà, certains parmi les proches du Premier ministre n'hésitent plus à évoquer une candidature de Manuel Valls pour remplacer François Hollande. Y compris le président de la République dit si j'y vais pas, Manuel pourrait être en position d'y aller. Voilà, je pense que ça amène éventuellement à y réfléchir, tout simplement. François Hollande n'a pas prévu d'intervention médiatique pour s'expliquer cette semaine. À l'Assemblée, ses proches en sont réduits à demander à chacun de garder son sang-froid. Quand on est député, quand on est concentré sur l'essentiel, c'est-à-dire l'action au service des Français, on ne tremble pas, on ne s'émeut pas à l'idée que paraîtrait un livre qui n'est qu'un livre. Le meilleur livre qui fait le récit du quinquennat, c'est le journal officiel de la République française, celui qui consigne les décrets, les lois qui ont été adoptés depuis 4 ans et demi au service du peuple français. Malgré la pression croissante des militants et des élus socialistes, François Hollande reste imperturbable. Pas question pour le président de s'exprimer sur sa candidature avant le mois de décembre. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. Le débat est en direct chaque soir à partir de 19h30. Je suis très heureux de vous retrouver. Merci pour tous vos commentaires sur nos sites, sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook notamment. Pendant que la campagne présidentielle fait rage en France, eh bien, il y a des négociations secrètes. On va en parler longuement ce soir. Ce soir, elles ont lieu et elles sont censées organiser le commerce, les échanges entre l'Europe et les États-Unis. Ça, c'est le TAFTA. On en a déjà parlé sur ce plateau. Beaucoup de mobilisation contre ce TAFTA. On en parle depuis plusieurs mois. La France a élevé le ton sur ce sujet à moins de 7 mois de l'élection présidentielle, mais un traité de libre-échange peut en cacher un autre. On va aussi parler du CETA. Alors c'est un traité de libre-échange plus réduit entre la France et l'Europe et le Canada. Manuel Valls était d'ailleurs au Canada et on va y revenir dans quelques instants. Et là aussi, ça suscite une levée de bouclier avec un petit pays, un morceau de pays, la Wallonie, qui est en train de bloquer justement ce CETA. La commissaire européenne a lancé un ultimatum, un vendredi dernier délai. Il faut avoir réglé la situation, mais la Wallonie demande des gages sur un certain nombre de sujets, notamment sur des questions environnementales, parce que c'est qu'il y a beaucoup d'associations environnementales qui s'inquiètent de la qualité des produits qui pourraient arriver chez nous. C'est la fin des barrières douanières avec de nouveaux produits qui vont venir inonder le marché européen. On fait le point ce soir. Pour certains, le CETA, c'est une sorte de cheval de Troie, et on posera la question à mes invités, qui permettrait aux produits agricoles canadiens, par exemple, d'inonder le marché français. Et évidemment, ça inquiète énormément. On fait le point ce soir sur ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet qui est un peu opaque. On va essayer de l'éclairer et de faire un peu de pédagogie. Avec moi ce soir, Emmanuel Morel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen socialiste. Vous êtes dans la commission commerce international, justement, responsable de Maintenant la gauche, en charge de la campagne de Marie-Noëlle Lienemann, qui est engagée dans la primaire socialiste et écologiste. Merci d'être avec nous. Frédéric Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député des Républicains des Français de l'étranger, qui est une immense circonscription d'Amérique du Nord. C'est 40 fois la taille d'une circonscription normale. Vous étiez d'ailleurs aux côtés de Manuel Valls lors de sa visite à côté de Monsieur Trudeau. Et c'est vrai que Manuel Valls a salué vos talents. Donc votre grande circonscription était à la hauteur de vos talents. Vous soutenez, avec des bémols, mais vous soutenez en tout cas cet accord CETA. On vous écoutera dans quelques instants. Et votre livre, Vue du ciel, édition de Passy, et Le mieux est l'ami du bien. C'est l'autre livre que vous avez écrit. Vue du ciel, c'est une pièce de théâtre, je crois. Merci d'être avec nous. Henri Weber, bonsoir. Bonsoir. Alors vous fûtes député européen et vous êtes beaucoup intéressé à ces questions évidemment d'échange, de commerce. Vous avez beaucoup travaillé sur la question culturelle. On y reviendra évidemment avec vous. Et puis cette question de la mondialisation vous intéresse et vous l'exprimez à travers des livres. L'éloge du compromis, c'est sorti chez Plomb. Et puis vous étiez venu nous parler d'un sujet qui est très lié au sujet de ce soir, la nouvelle frontière. Voilà, ça c'est l'éloge du compromis. Et puis la nouvelle frontière qui était sortie au Seuil, entre autres sur la mondialisation. Comment faire pour faire face à cette mondialisation? Puis je rappelle que vous êtes en charge des questions européennes aux côtés de Jean-Christophe Cambadélis. Thomas Porcher, bonsoir. Bonsoir. Économiste, professeur à la Paris School of Business. Vous êtes membre aussi des économistes atterrés et auteur de ce livre, TAFTA, l'accord du plus fort, édition Max Milo, coécrit avec Farah Frédéric. On vous écoutera parce que vous êtes très critique. Vous aviez lancé des initiatives et vous avez été dépassé par le mouvement citoyen de Français qui s'intéressaient au sujet et qui avaient cliqué pour faire partager leur point de vue sur cette question. Commençons d'abord par ce traité de libre-échange entre la France et le Canada.
parce qu'il nous concerne dans l'actualité la plus proche. Dernier délai, fin de semaine, au sommet européen, et les choses sont compliquées à cause de un petit État, une petite fédération au sein de la Belgique, la Wallonie, qui demande des gages et qui bloque le processus. C'est très complexe. Regardez ce sujet, il a été réalisé par Géraldine Bavoilo. Après le poulet au chlore américain, voici le steak canadien. Le CETA est un traité de libre-échange, le jumeau du TAFTA, mais avec le Canada. Ce traité va créer un espace de commerce entre Canadiens et Européens, soit un marché de 545 millions de consommateurs. Les droits de douane sur presque tous les produits, chimie, industrie et agriculture, sont supprimés. Le principal avantage est l'ouverture des marchés publics canadiens aux entreprises françaises. Côté alimentation, le traité garantit 143 appellations d'origine protégées venues d'Europe, ce que le TAFTA n'a pas réussi à faire. Pourtant, plusieurs manifestations ont eu lieu le week-end dernier pour dénoncer cet accord. Les tribunaux arbitraux, qui étaient déjà dans le TAFTA, inquiètent, car les entreprises pourront attaquer les États via une justice privée, mais jamais l'inverse. Les détracteurs du traité craignent aussi que les grands perdants soient les agriculteurs, obligés de s'engager encore plus vers une production industrielle pour faire face à la concurrence de la viande canadienne, alors que la profession est déjà en crise. Grâce au CETA, il sera possible d'importer massivement des produits non autorisés aujourd'hui dans le circuit de la consommation européenne au détriment de l'environnement. Paradoxe, la France qui ne voulait pas du TAFTA ne cesse de vanter les mérites du CETA. Il y a de mauvais accords, mais il y a de bons accords. Et celui-ci est exemplaire. Et si l'Union européenne ne comprenait pas qu'avec le Canada et avec le Québec, qui partagent les mêmes valeurs, qui ont une même vision du progrès, si l'Union ou des pays dans l'Union ne le comprenaient pas, alors à ce moment-là, l'Union européenne, qui est déjà en proie à de nombreux défis, abdiquerait. Autre critique, le CETA pourrait être un cheval de Troie qui permettrait aux Américains de faire passer leurs produits en Europe via le Canada, une façon de contourner le TAFTA. Il faut reconnaître que cette peur, cette anxiété que ressentent les citoyens est réelle. Et on est en danger que les gens retirent leur appui pour des politiques qui poussent la croissance économique si on ne commence pas à démontrer que cette croissance peut être inclusive, peut être bonne pour tout le monde. Le CETA doit être signé par les 28, en présence du Premier ministre canadien Justin Trudeau, le 27 octobre à Bruxelles. Cependant, il pourrait y avoir un blocage. Oui, il doit y avoir un accord vendredi lors du sommet européen. Nos amis canadiens ont besoin de savoir s'ils doivent réserver leur billet ou pas. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses qui restent à discuter avec nos amis canadiens. Et si nous ne parvenons pas à avoir d'accord, alors il n'y aura pas de sommet. Les Wallons belges, une région de 4 millions d'habitants, menacent le CETA de leur veto. L'Union européenne donne à la Belgique jusqu'à vendredi pour dire oui au traité. Alors le CETA sera-t-il victime du syndrome TAFTA ? Voilà, le TAFTA, le CETA, les acronymes, c'est compliqué, mais en tout cas, les Français, un certain nombre, ont commencé à comprendre ce que cela voulait dire. Emmanuel Morel, c'est un problème de billets d'avion, dit la Commission. Je m'adresse aux députés européens, c'est un problème de billets, il faut que les Canadiens réservent leurs billets. Enfin, l'argument est court, quand même. Oui, on a connu Madame Malmström plus inspirée. C'est une libérale suédoise, mais enfin, elle est très intelligente, plus que son prédécesseur, très investie sur le que tu as connu, Monsieur De Gourt, très investi sur le CETA. Évidemment, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on se focalise sur la Wallonie, où en effet, il y avait un débat très important, porté par un homme de qualité, Monsieur Paul Magnette, qui a exprimé un certain nombre de doutes, d'inquiétudes. Mais ces doutes et ces inquiétudes, on les retrouve dans tous les pays de l'Union européenne. La France, en Allemagne, il y a eu des manifestations monstres sur le TTIP, mais aussi sur le TAFTA, le traité d'accord de libre-échange avec les États-Unis, qui n'est pas signé, puisqu'il n'est même pas fini de négocier. Au point mort, dit-on d'ailleurs. Mais, enfin, on y reviendra. Sur le TAFTA, là, pour le coup, le texte, il existe. Ça fait 1800 pages. Sur le CETA, pardon, le texte existe, l'accord avec le Canada, et il y a un certain nombre de questions qui sont posées. Et les questions que posent les députés wallons, en réalité, c'est des questions que se posent plein de gens. Et ça a surpris tout le monde. Wallon, c'est tout petit. Oui, bien sûr. Un morceau de Belgique. Il y a 3 fédérations en Belgique et c'est les Wallons qui bloquent. Vous savez, s'il y avait le débat au Parlement français, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée, ou au Bundestag, vous auriez les mêmes inquiétudes, les mêmes interrogations. Et d'ailleurs, on ne sait pas, parce que c'est une procédure compliquée, puisqu'il y a à la fois la ratification du Parlement européen
Mais comme c'est un accord dit mixte, il y aura aussi la ratification des parlements nationaux. Ouais. Et je peux vous dire que rien n'est gagné, même en France. La vraie question, finalement, c'est M. Trudeau qui dit est-ce que ça va produire de la croissance inclusive ? Je voulais y revenir. C'est ça la question. C'est est-ce que parce qu'un traité de libre-échange, c'est pas bien ou mal en soi, ça dépend de ce qu'on en fait, ça dépend de ce que ça apporte. Or là, c'est là moi où j'ai un doute. C'est un mirage pour vous, cette idée qu'en abaissant les barrières... La Commission européenne fait toujours des études. Alors, c'est pas seulement abaisser les barrières douanières. On va revenir sur les autres... Parce qu'on n'en a pas... Il n'y a pas que ça. C'est aussi l'harmonisation des normes. C'est d'ailleurs le principal problème, en fait. Et la Commission européenne, quand elle négocie un accord de libre-échange, elle fait des études d'impact. La seule étude, du point de vue de la Commission qu'on a en notre faveur, elle dit ça pourrait représenter 0,03 points de croissance supplémentaire en Europe, à horizon de 10 ans. L'argument est mince, d'autant plus qu'il y a des universités américaines qui ont fait le même exercice et qui arrivent à des destructions d'emplois dans l'Union européenne. Donc ça, c'est le premier problème. Donc c'est le mirage de la croissance, c'est bien effectivement un mirage. Est-ce que cet accord de libre-échange va produire des emplois? Je n'en sais rien. Deuxième chose qui pose plus de problèmes aux gens, là pour le coup, c'est que la logique de cet accord, du CETA, moi je l'ai lu in extenso, c'est très long, très technique, c'est quand même la libéralisation, et notamment sur les questions agricoles. Là, il y a une crainte, parce que le marché européen va pas être inondé des produits canadiens, ça c'est excessif. Mais au moment où il y a une crise agricole de grande ampleur, le fait qu'il y ait 60 000 tonnes de porc supplémentaires, 75 000 c'est des concurrents en plus pour sur le marché européen, ça pose un problème. Et puis enfin, et je finis là-dessus, le principal problème du CETA, c'est que en effet, le volet environnemental est très insatisfaisant. C'est ce que réclame la Wallonie. Et d'ailleurs, la Commission elle-même, dans son texte, dit en effet, c'est un peu l'angle mort de ce traité. Et de ce point de vue-là, moi, je considère que c'est incompatible avec ce que nous, Français, on a fait sur l'accord de Paris, sous l'égide de Laurent Fabius. Sur les normes que nous avons. Sur nos normes. Donc, et c'est des questions sérieuses, vous voyez, qui concernent la vie quotidienne des gens. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des débats aussi importants. On va l'avoir ce soir. Juste Thomas Porcher, je voulais vous entendre sur ce qui se passe avec la Wallonie. Vous avez écrit un livre sur le TAFTA, mais finalement, quand on regarde le CETA et le TAFTA, c'est un petit peu le modèle réduit du TAFTA. Il y a un courrier envoyé à François Hollande le 21 septembre 2016, signé par une dizaine de députés, dont le président de la Commission du développement durable, député socialiste de l'Indre, qui explique quand même, la Commission a pourtant décidé de proposer à l'occasion d'un Conseil de l'Union qui se tiendra dans les jours qui viennent, c'est-à-dire un courrier daté du 21, une application provisoire du CETA qui deviendrait effective après approbation du Parlement européen. En un mot, ce courrier dit il y a un déni de démocratie parce qu'on n'attend pas que les parlements nationaux valident ce CETA. Il pourrait être appliqué provisoirement et c'est un courrier qui est adressé au président. Est-ce que ça vous choque, vous qui vous intéressez à ces questions? Parce que il y a cette idée, si on l'applique provisoirement, alors donc on va l'appliquer, ça va prendre un certain temps pour que tous les parlements nationaux le ratifient. Et puis alors, imaginons qu'il y a un parlement qui ne veut pas le ratifier, qu'est-ce qui se passe? Donc on arrête tout. C'est pas possible. Quand on commence à l'appliquer, c'est très difficile de faire marche arrière. Ouais. Donc s'il y a un Parlement qui refusera de le faire, ça fera des passages en force qu'on a connus en Europe ces derniers temps. C'est ce qui va se passer, c'est ce qui est indiqué. Bien sûr, mais même là, on voit bien là que la Wallonie s'y oppose, donc la Belgique ne veut pas ratifier. On voit bien qu'il y a une volonté de passer en force de la part de la Commission, avec une espèce de pression. Alors là, on parle de billets d'avion, mais je pense que les pressions sont bien plus fortes dans les faits. Et c'est ce qui se passerait si demain, il y avait un des parlements qui ne le ratifie pas. Alors si c'est le Parlement allemand, le Parlement français, peut-être que c'est différent. Si c'est le Parlement grec, portugais, à mon avis, on leur passera dessus comme on l'a fait précédemment sur d'autres types de politiques économiques. Frédéric Lefebvre, restons sur la Wallonie, puis on va élargir évidemment le sujet, mais ce pays dit on veut des clauses claires sur les droits de l'homme, sur le développement durable. Voilà, ce pays bloque sur ces questions. Qu'est-ce que vous dites, vous qui soutenez ce CETA? Vous étiez aux côtés de Manuel Valls, vous êtes un député de 7 circonscriptions. Rassurez-nous, parce que les Français se disent, c'est vrai que l'agriculteur qui fait du porc, celui qui produit du lait, se dit, mais je vais avoir un concurrent de plus qui aura peut-être des prix plus bas encore. Alors, je vais essayer de répondre à vos questions, d'autant que à la fois la présentation qui en a été faite tout à l'heure et tout ce qui vient d'être dit a de quoi évidemment inquiéter. Ce qui est important aujourd'hui quand on regarde le CETA, d'abord c'est de bien dire à tout le monde, puisque c'est une réalité, que le CETA et le TAFTA, ça n'est pas la même chose. Je pense que, y compris d'ailleurs le titre de votre émission et ce que je vois inscrit à l'écran, il faut le dire. Il faut le dire. C'est pas la même chose. Ça a été d'ailleurs dit assez rapidement tout à l'heure. D'abord parce qu'il y a une négociation qui est terminée, qui a duré 7 ans d'un côté, et il y a une négociation qui n'est à peine commencée et qui a avorté dès le départ,
puisque elle n'était pas transparente. C'est la et première, que l'américaine. Le CETA, c'était transparent, on avait accès aux documents, on avait accès à tout. Non mais moi j'ai eu du mal à m'informer sur le CETA. Est-ce que on peut essayer de défendre ne serait-ce que 2-3 arguments? Allez-y. Ça a duré très longtemps. Il y a eu beaucoup d'allers-retours avec le Parlement européen, avec les parlements nationaux. Il y a eu, moi j'ai été même ministre à certains moments où il y avait des négociations. Il y a eu des négociations avec un certain nombre de filières, notamment les filières agricoles. Donc on peut pas dire que cet accord ait été fait sans qu'il y ait du tout de discussion avec qui que ce soit. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que non seulement il a été fait avec des discussions qui ont été beaucoup plus transparentes que ce qui était en train de s'engager avec TAFTA, mais de surcroît, il a été ensuite corrigé à plusieurs reprises sur plusieurs sujets qui, à juste titre, inquiétaient d'ailleurs. Lesquels, par exemple? Mais par exemple, sur la question de l'arbitrage, puisque... On va y venir, ça c'est un point important. Un des points majeurs qui a été évoqué pour s'opposer à TAFTA, et du coup, qui faisait certains s'opposaient aussi à cet accord CETA avec le Canada. Et je le rappelle, de souveraineté. Vous l'avez dit plusieurs fois, France-Canada, c'est pas simplement France-Canada, c'est Europe-Canada. Canada, bien sûr. Mais c'est intéressant pour la France parce que la France a une relation privilégiée avec le Canada et avec le Québec. Donc parmi tous les pays européens, on est sans doute le pays qui a le plus d'intérêt à ce que cet accord puisse se faire justement pour défendre nos agriculteurs, parce que c'est assez stupide de ne voir un accord de libre-échange qu'en ayant le sentiment qu'on va avoir des produits qui vont venir chez nous et de ne pas comprendre que ce sont des débouchés pour, notamment en termes pour nos agriculteurs, mais ce sont des débouchés évidemment très importants pour nos entreprises, pour les PME, et nombre d'entre elles, il y en a 10 000 à peu près qui sont françaises qui exportent vers le Canada. C'est pas unilatéral, on ira aussi sur ce marché. Par définition, un accord de libre-échange, il a pour objectif de soutenir troisième argument pour donner la parole à Henri Weber. Des deux côtés. Et sur la question de l'arbitrage, c'est très important puisque la position d'ailleurs de la France a plutôt été la position européenne et a été bâti un dispositif avec des juges permanents. Alors après, on peut critiquer un certain nombre de choses, mais avec des juges permanents, là où ce qui inquiétait tout le monde, c'était justement qu'on ait le système d'arbitrage à l'américaine qui s'impose aux différents États européens. Donc on voit bien que beaucoup des peurs qu'il y a pu avoir depuis le départ, en réalité, on peut considérer qu'elles sont derrière nous. Et je termine juste avant parce que Henri Weber prenne la parole. On va prendre la parole tous et on va faire tourner la parole. Sur un sujet que vous avez évoqué, et vous parliez de la Wallonie en disant notamment sur la question de l'environnement, et a été évoqué ceux qui réclament des garanties. La COP21 et les accords de Paris, il est marqué, puisque vous avez lu l'accord comme moi, il est marqué de manière très claire que l'ensemble des accords internationaux s'imposent évidemment aux signataires de cet accord, ce qui veut dire que quand le Canada et les pays européens doivent, en tout cas, auront ratifié la COP21 et tout ce qui peut y avoir d'impact de l'accord environnemental qui a été signé, évidemment tout ça va s'imposer. Ça mettra 50 pages de plus au CETA. Et donc il y a beaucoup de peurs qui sont aujourd'hui agitées par les uns et par les autres, qui en réalité ne sont, de mon point de vue, pas fondées. Henri Weber, vous êtes sur la même ligne que Frédéric Lefebvre, alors c'est pas un débat gauche-droite, on le voit bien ce soir sur ce plateau. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui vont manifester contre le TAFTA, qui sont allés aussi manifester ou cliquer sur des sites, la Fondation Nicolas Hulot et quelques autres qui ont lancé des pétitions et qui ont été très suivis, parce que les Français se disent, et les Européens, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà. Si la Wallonie réclame des garanties sur l'environnement, si elle réclame des garanties sur les droits de l'homme, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Qu'est-ce que vous nous dites, vous, ce soir, pour nous rassurer? Parce que c'est vrai que ça donne l'impression que ces produits vont arriver sans vérification sur des normes de qualité, sur les hormones, sur le chlore, sur... les hormones, par exemple. C'est une question. Les protections françaises européennes qui sont prévues contre les hormones, qui sont prévues contre les OGM, tout ça, c'est très clair. Henri Weber. Elles sont maintenues. Si vous m'autorisez. Oui, Henri Weber, dites-nous, plusieurs, vos arguments, les vôtres. Je vais en dire plusieurs. Bon, d'abord, il faut quand même expliquer pourquoi on fait tout ça. Parce que les gens comprennent pas. Pourquoi on fait les accords de la croissance, dit Justin Trudeau. Non. Quels sont nos objectifs dans cette affaire?
D'abord, ouvrir les marchés publics nord-américains. Ils sont fermés. Nous, Européens, nous sommes ouverts à 85%. Un bombardier travaille en France. Et nous, on peut pas. Et nous, on peut pas y aller. Comprenez ça ? Bon, les marchés publics nord-américains sont énormes. Bon, nous revendiquons la réciprocité. Ils travaillent chez nous, on travaille chez eux. On s'équipe avec leur rame de métro, leur rame de train, ils font la même chose. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, les droits de douane sont relativement bas, sauf quelques pics, mais il y a ce qu'on appelle les barrages non tarifaires, c'est-à-dire la réglementation, les normes, les standards. Bon. La norme, c'est important dans ce... Donc, les marchés se bloquent, l'accès se bloque par l'accumulation de normes qui éliminent principalement les PME. Oui. Parce que quand vous avez... Ils n'ont pas les moyens. Non, oui, bien oui. sûr. Bien sûr. Quand vous avez deux fois à certifier, une fois chez nous, une fois chez eux, bon, les grands groupes peuvent le faire, bon, les PME, c'est un sacré problème pour eux. Ça, c'est un premier type d'objectif. Maintenant, il y a un deuxième type d'objectif qui, à mon sens, est au moins aussi important, sinon plus. C'est un objectif géopolitique. Qui va exercer le pouvoir normatif dans le XXIe siècle? Vous avez vu qu'on est dans une nouvelle révolution industrielle. C'est fondamental, ça. Nous sommes dans une nouvelle révolution industrielle, apparaissent une masse de produits nouveaux. Qui va définir les standards? Qui va définir les normes? Est-ce que ce sera la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie? Ou bien est-ce que ça continuera à être les démocraties européennes et nord-américaines? Donc vous soulevez un débat fondamental. C'est un enjeu majeur. Pourquoi? Parce que qui définit les normes? Eh bien, gagne le marché. Absolument. Oui, évidemment. Bon, donc voilà. Alors maintenant, il y a un troisième élément. Vous avez tous trois éléments ce soir. Que je dirais. Bah, on a tous fait Sciences Po. Oui, que je dirais. Pas moi. Non, pas moi. Moi non plus, à vrai dire. Lefebvre non plus. Bon, vous l'avez pas fait. Je suis seul à l'avoir fait. Voilà. Bon, c'est pas bien. C'est que ces accords seront mutuellement avantageux ou ne seront pas. Comprenez? Voilà, c'est la Pourquoi? question. Oui. Pourquoi? Parce que ils doivent être ratifiés par le Parlement européen à la majorité qualifiée, par le Conseil des chefs d'État et de gouvernement à l'unanimité. Plus les parlements nationaux. Plus les parlements nationaux. Et vous voyez que même un sous-État, une région, la Wallonie, est capable de le bloquer. Alors, si vous croyez que nos gouvernants, nos parlementaires sont assez niais pour accepter un accord léonin qui nous écrase, eh bien, vous avez une piètre opinion de notre représentation nationale, de nos chefs d'État. Avant de débattre, écoutez... Et on a déjà plusieurs fois repoussé des accords. Écoutez Jean-Luc Mélenchon, c'est juste pour, entre guillemets, rafraîchir, parce qu'on a le débat des normes, le débat de l'arbitrage, qui sont des sujets fondamentaux et techniques. Jean-Luc Mélenchon, écoutez, parce que il fait des meetings en mouvement, en donnant la parole à ses militants, à ceux qui viennent dans la salle, et parmi la liste des 10 propositions qui est sortie de cette démocratie participative, en un, avant même la loi travail, c'est la suppression du TAFTA. C'est ce qu'ont choisi les militants. Écoutez ce qu'en dit Jean-Luc Mélenchon, et je vous donne la parole juste après. Moi aussi. CETA, TAFTA, TISA, vous avez bien fait d'envoyer balader en première mesure tous ces accords, parce que vous avez compris l'essentiel. Si ces accords sont appliqués, c'est le contraire de tout ce à quoi nous aspirons. Ça veut dire adieu les normes écologiques, adieu les normes sociales, tout sera nivelé par le bas. Tout ça, c'est dans ces accords. Et surtout, peut-être plus que tout, mes amis, ce qui compte peut-être plus que tout, adieu la démocratie. Car dans CETA, qui est l'accord avec le Canada, comme vous le savez, accord qui est tellement prometteur que nos amis belges, heureusement et merci, ont voté contre, ce qui va tout bloquer. Le Parlement wallon l'a fait. Il est donc particulièrement insupportable que ce soit un autre francophone, le Premier ministre français, qui s'en aille faire la leçon aux Belges pour leur dire « il va falloir me changer tout ça », et c'est lui qui fait garde-chiourme du CETA. Le même hypocrite qui nous avait dit avant que eux, non, pas du tout. Il ne pouvait pas être question de ça. Voilà, ça c'est la campagne présidentielle, mais il y a des arguments forts dans ce qu'avance Jean-Luc Mélenchon. Vous vouliez intervenir. Oui, je voulais... Il agite le chiffon rouge exagérément, ou vous êtes sur sa ligne en disant après tout, c'est vrai que là, il arrive un drame absolu. Moi, j'entends deux arguments qui sont contraires sur ce plateau. Mais je voudrais rebondir un peu sur ce qui a été dit. Bon, on parle beaucoup des PME.
je ne pense pas que derrière les négociateurs, les PME fassent énormément de lobbying. Ce sont les multinationales, vous avez été député européen, vous savez très bien qu'il y a énormément de lobbying à Bruxelles, et c'est souvent les multinationales qui font également les normes. Si dans le texte final du CETA, il n'y a pas le terme OGM, vous pensez que c'est une PME qui a demandé qu'il n'y ait pas le terme OGM? S'il n'y a pas de confirmation d'interdiction de la viande aux hormones, est-ce que c'est une PME qui a demandé ça, ou c'est des grosses multinationales de l'agroalimentaire qui ont demandé qu'on retire ces termes? Je veux dire, quand on a fait la COP21, il n'y a pas le terme énergie fossile dans le rapport de la COP21. Enfin, c'est quand même hallucinant. Donc, vous pouvez pas une station-service qui a fait du lobbying pour pas qu'il y ait le mot énergie fossile. Donc, arrêtons d'être naïfs. Ce sont les multinationales qui sont en backup derrière les négociations qui font énormément de lobbying. Et moi, je prends l'exemple du TAFTA. Le coût de fabrication de la viande bovine est 40% moins cher que le coût de fabrication de la viande européenne. Vous pensez que les géants, aux États-Unis dans le TAFTA, vous pensez que les géants de l'agroalimentaire vont se mettre aux normes européennes et augmenter leur coût de production de 40% pour les beaux yeux de l'Europe? Ils iront chercher le prix le moins cher. Mais oui, le libre-échange, même s'il y a libre-échange, c'est quand même une mise en concurrence très forte des industries. Je dirais une autre chose. Sur le CETA, il y a quelques semaines, nos producteurs de lait en France ont manifesté. Ils ont dit qu'il y avait trop de concurrence, ils demandent des quotas. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Contre un industriel, d'ailleurs. On ouvre la porte aux produits laitiers canadiens en réponse à ce que demande la filière de lait. Donc on va accroître la concurrence alors qu'eux demandent moins de concurrence. Je terminerai sur les tribunaux. Les tribunaux, c'est vrai que ça a été réformé, mais aujourd'hui ce sera la Commission qui sera en charge. C'est la Commission européenne qui le fera pour les États. Donc ce ne sera pas les États, c'est la Commission qui est en charge de régler ces problèmes avec les tribunaux. Et quand même, disons-le, ça met une épée de Damoclès au-dessus de la tête des législateurs. La transition énergétique, on va devoir la faire en encadrant des énergies polluantes, en faisant la promotion des énergies renouvelables. Et bien ça, c'est une distorsion de la concurrence. Et on pourra être attaqué par des États. Et c'est le cas déjà en Europe, uniquement sur la charte de l'énergie, sur l'énergie uniquement. Vous dites si on met du solaire, et on insiste. Exactement, mais sur d'autres. On est dans le solaire, c'est contre le pétrole. On peut pas demander, par exemple, une production locale. Quand on fait un appel d'offres, pas demander une production locale, c'est une distorsion de la concurrence. Donc on va demander des produits venant de 12 000 km, alors qu'on pourrait les produire juste à côté. Enfin, pour moi, c'est un traité des années 90, de la mondialisation heureuse d'Alain Minc, c'est pas un traité du 21e siècle. Emmanuel Morel, bon là, chacun a un réquisitoire et des arguments qui sont puissants, parce que ce que dit Thomas Porcher, c'est très intéressant. Vous en pensez quoi? Je ne vais pas faire dans le réquisitoire, d'autant plus qu'il faut serrer les questions, parce qu'il y a ce qui relève de la construction européenne. Le fait que nos marchés européens soient ouverts à 90%, oui. Ça c'est la faute de l'Europe. Ça c'est voilà. Et ça c'est l'argument d'Henri Weber. Et on doit s'interroger nous. On vient chez nous librement. Avec Henri, moi j'aimerais bien qu'il y ait, à l'instar de ce qui se passe aux États-Unis, un Buy European Act dans les marchés publics et qu'on protège nos industries et nos entreprises européennes. Ça c'est une chose. Ou interdire à des pays européens d'acheter des avions américains. Je sais pas qu'on puisse procéder ainsi, mais en tout cas, non, mais c'est une idée. Ça, c'est une question. Protéger l'industrie européenne. Ce qui est certain, il a raison, c'est que les États-Unis, par exemple, ou même le Canada, se protègent beaucoup mieux que nous. Bien sûr. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de cet accord. Voilà. Donc ça regarde l'Europe. Moi, si j'entends Henri Weber, c'est positif. C'est-à-dire que ça nous permettra, nous, de pénétrer des marchés et donc de développer notre économie. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas le faire. On va multiplier par 3 notre capacité d'entrer sur les marchés publics. Emmanuel Morel. La vraie question, c'est d'ailleurs, Henri l'a dit très bien, c'est la question de est-ce que c'est mutuellement avantageux? La première question. Thomas Porcher dit des choses qui sont première question, là où M. Porcher a raison, c'est pour qui? C'est certainement avantagé pour un certain type d'entreprise, pas forcément pour les agriculteurs ou les PME qui sont peu concernés par l'export. Deuxième question, un accord de libre-échange, moi je siège dans la commission commerce internationale, on évalue s'il y a plus de risques d'opportunités, c'est ça la vraie question. Or moi je considère que dans cet état il y a plus de risques. Pourquoi? Parce que la question des normes, elle est évidemment fondamentale. Quand c'est des normes techniques, c'est en gros on fabrique des voitures en France, aux États-Unis, les pare-chocs sont pas de la même façon, et pour taille des boulons, voilà, bien sûr. Les boulons, les prises électriques. Ok, ça moi je suis pour l'harmonisation évidemment. Quand il s'agit de normes environnementales, phytosanitaires. D'ailleurs, il faut pas avoir de préjugés non plus là-dessus. On parle beaucoup des États-Unis, mais par exemple, leurs normes sur les cosmétiques sont beaucoup plus protectrices que les normes européennes, parce qu'ils considèrent que c'est des produits pharmaceutiques. Vous voyez, mais il y a d'autres domaines, agricoles notamment, parce que l'agriculture. Et là, pour le coup, vous avez raison, qu'elle soit états-unienne ou canadienne, c'est la même. Oui, là, c'est une agriculture intensive.
Et elle va se retrouver en concurrence avec un modèle européen qui est largement différent. Moi, je crains que ça perturbe considérablement le marché. Donc ces questions des normes, c'est évidemment très important. Et enfin, sur la question des tribunaux, c'est vrai, Monsieur Lefebvre a raison, que sous l'impulsion de la France, la Commission a changé le texte. Mais la vérité quand même, d'ailleurs, il y a une note très intéressante de l'association des magistrats allemands qui est sortie il y a peu de temps. La vérité, c'est que le nouveau très système... mobilisé d'ailleurs. 350 000 personnes très mobilisées à Berlin. La réalité, c'est que le système ne change pas. C'est-à-dire que même si on a un peu plus de garanties, la vérité quand même, c'est que on a aujourd'hui des multinationales, parce que c'est que les multinationales, c'est pas les PME, qui vont attaquer des États. Et le problème, c'est pas tellement qu'elles leur interdisent de légiférer, c'est que les États anticipent la procédure d'arbitrage et renonce à légiférer. Exactement. Ça, c'est une vraie question. Et c'est pour d'ailleurs éviter la même le procès, chose. justement. C'est d'ailleurs la même chose. Et je finis là-dessus sur les normes. Terrible. C'est d'ailleurs la même chose. Je finis juste sur ce point. Pour la Commission, ce qu'on appelle le chill effect, c'est-à-dire que non, il n'y aura pas de bœuf aux hormones parce que les textes européens l'interdisent. Mais par contre, sur la directive qualité, sur la directive qualité des carburants, la Commission a revu ses exigences à la baisse. Pourquoi ? Parce qu'il y avait négociation du CETA. Ils savent qu'ils ont beaucoup d'énergie qui vient du sable bitumineux. Et donc, ils ont baissé leurs exigences. De la même façon, sur les perturbateurs endocriniens, c'est la même chose par rapport aux États-Unis. Donc, c'est pas aussi, il faut pas être caricatural, mais en même temps, il y a des vraies inquiétudes par rapport à ça. Or, le problème, c'est que les comités techniques qui vont gérer après les normes, elles sont pas contrôlées par les élus. Ça, c'est quand même un problème. Intervenir. Je pensais à ceux qui nous regardent, qui mangent bio et ceux qui fabriquent du bio avec des normes assez strictes, c'est EcoCert. Il va falloir, ça va être compliqué quand le bio arrivera, c'est pas les mêmes normes, on met des pesticides. Enfin, tout ça, c'est des questions très concrètes que les gens se posent quand même. D'abord, ce sont des questions qui se posent déjà dans la vie d'aujourd'hui. Et donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est justement qu'il y a plus, on crée sur un marché qui est un marché transatlantique, on crée des normes qui aujourd'hui n'existent pas. Par exemple, nos produits agricoles, on en parle depuis tout à l'heure. Je vais vous donner un bon exemple, le fromage. Oui, c'est un point qui revient souvent. Quand j'étais au Québec et que j'ai vu nos collègues parlementaires du Québec, ils étaient très inquiets, eux, de l'accord, parce qu'ils ont très peur de la capacité de nos agriculteurs français et de nos fromages de faire arriver. C'est notre force. Bon, une de nos forces. Donc il faut bien comprendre que c'est le pays des fromages. La France. Faut bien comprendre que vous avez la même inquiétude du côté canadien ou du côté québécois. Et on parlait des normes. Attention, mais justement, et une norme qui est très importante, les IGP qui sont, c'est ce qui fait la force de protection de nos produits agricoles. Qu'est-ce que c'est? Et les indications géographiques protégées. Pour le moment, on est sur l'agroalimentaire. Moi-même, je les ai étudiés. Concrètement, c'est une liste de produits. Une liste sur les produits artisanaux. Mais là, on va avoir 42 produits qui vont être du coup protégés que nos amis québécois notamment, qui par exemple produisent un certain nombre de fromages ou produisaient du champagne qui n'avait rien de champagne, ou produisaient du chablis qui n'avait rien de chablis, ou on pourrait multiplier sans mettre chablis. Si, mettez chablis. Mais ils le mettaient bien sûr, et ils le vendaient, mais c'était des produits canadiens avec des producteurs canadiens. Là, tout ça, ça protège nos agriculteurs. Mais on en a reconnu que 10%. Nous n'en avons reconnu que 10% des agriculteurs. De la même façon, sur les marchés publics, je le disais tout à l'heure, on est passé rapidement, mais on a un point d'entrée possible, et ça va notamment concerner les PME, pas du tout les grands groupes mondiaux. Les PME, on a la capacité sur les marchés publics, on multiplie par 3 notre capacité d'entrée de nos acteurs économiques. Et sur la question qui nous préoccupe, à juste titre, par exemple les OGM. Oui, c'est pas inscrit dans le CETA. Oui, mais c'est pas inscrit, il n'y a pas marqué le mot OGM. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué dans l'accord? Il y a marqué que la législation européenne s'applique et protégera. Donc faire peur sur les OGM, c'est se fiche du monde. Voilà. Non. C'est tout. Alors attendez. Henri Weber. Juste un mot. S'il vous plaît. Je laisse convivialité sur ce plateau. Juste une question très pratique, parce que moi j'essaie d'être pratique. On parle de normes. Concrètement, dans les étals des supermarchés, si les Canadiens et les Américains, puisqu'on va avoir le TAFTA qui va arriver, vendent des produits moins chers, le consommateur il ira au moins cher, Henri Weber, que les normes soient ou pas appliquées. Le consommateur ira chercher Ils ne pourront pas faire rentrer de produits, par exemple, avec les OGM. C'est faux de dire ça. Non, mais c'est une question fondamentale, parce qu'il faut lever... C'est fondamental, mais c'est faux. Excusez-moi, il faut lever les barrières pour faire Ces accords ne sont pas les premiers. Moi, j'étais à la place d'Emmanuel Morel. Je suis ravi qu'il soit à ma place désormais. Pendant 10 ans. Et dans cette commission du commerce international. Et j'ai travaillé sur plusieurs accords. Sur la culture, notamment. Entre autres. Le cinéma, la culture, qui n'est pas une marchandise comme les autres.
Oui, j'ai fait. C'est moi qui l'ai fait exclure avec un amendement. Sinon, la question du cinéma était de nouveau posée. Et ça a été exclu très rapidement. Si vous permettez 30 secondes, pour qu'on comprenne de quoi il retourne. J'ai participé à plusieurs accords, de libre-échange. Je vous en prends un au hasard, parce qu'il est parlant. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Corée du Sud. Quand on s'est engagé dans les négociations, on nous a dit, vous êtes complètement fous. Les Coréens du Sud, ils travaillent 60 heures par jour ou par semaine. Ils sont hyper compétitifs, ils n'ont pas les mêmes normes sociales que nous, ils vont nous bouffer tout cru. Vous voulez la destruction de notre commerce et de notre industrie automobile. Et donc, en 2015, 5 ans après l'application, les exportations de l'Union européenne vers la Corée du Sud ont augmenté de 55%. Nous avions un déficit commercial avec la Corée du Sud. C'est devenu un excédent commercial de 7,4 milliards d'euros. Bon, nous avons gagné l'accès au marché public coréen. Pour ce qui est des automobiles, ils reconnaissent nos normes et nos standards à l'égal dès lors. Et pour ce qui est de l'électronique, ils ont supprimé les barrières non tarifaires par le biais des certifications. Donc ça a été un accord mutuellement avantageux. Et je termine en disant, je poursuis d'ailleurs en disant que, et en répétant, il faut bien que nos téléspectateurs s'en pénètrent. Si la Wallonie est capable de bloquer cet accord parce qu'elle considère qu'il n'est pas, la démocratie est respectée, mutuellement favorable, a fortiori, la France sera capable de le bloquer s'il considère qu'il n'est pas mutuellement favorable. Si tout ce que vous dites est vrai, si c'est l'arrivée massive des OGM... Thomas Porcher parle de passage en force. Toi, t'as pas dit, mais enfin, j'ai entendu ça et je l'ai lu surtout. Bon, parce que c'est un sujet qui se prête à tous les fantasmes. Et c'est pourquoi j'ai parlé de l'exemple coréen. Concret, parce que ça, c'est le monde réel, ça. C'est pas la fantasmagorie et l'utilisation politique d'un sujet. Alors, Thomas Porcher. C'est facile de faire peur aux gens là-dessus. Voilà, vous faites peur aux gens, parce que finalement, moi, j'ai aucune raison de faire peur, je suis pas politique, donc j'ai pas envie t'as quelques opinions. Non, je suis économiste, mais j'ai des opinions la chose des économies. Les économistes sont opinions. Exactement. Alors, là-dessus, vous avez raison. Alors, je vais vous dire, sur le traité avec la Corée, déjà, quand on négocie avec la Corée, c'est pas pareil que négocier avec les États-Unis. Enfin, première chose, déjà, je le dis, c'est pas la même. Le rapport de force, c'est pas le même. C'est pas les mêmes rapports de force. D'accord, je sais que chacun a une voix à l'OMC. Dans l'économie de marché, c'est plutôt $1 une voix. Donc, vous voyez. Le TAFTA, on s'est prononcé contre. Attendez. On parle du Canada. Je parle du Canada. On va arriver au TAFTA. D'accord avec les Américains, on est contre. On a dit non. Oui, d'accord. On continue sur le CETA. Nous faisons avec la Corée du commerce interbranche, c'est-à-dire que hormis l'automobile, nous échangeons des biens différents. Donc effectivement, beaucoup de nos entreprises ont trouvé des débouchés. Il y a eu quelques négociations sur la Corée. La Corée a été très protectionniste ces dernières années pour développer sa marque automobile. Et maintenant, effectivement, elle ouvre. Donc, on a un peu plus de parts de marché. Mais la négociation a été très difficile sur l'automobile. Sur le reste, on échangeait des biens différents. Le Canada, les États-Unis, nous échangeons des biens similaires. Nous faisons du commerce intra-branche. Donc là, nous mettons directement en concurrence nos industries. Donc on ne peut pas comparer un traité de libre-échange avec la Corée ou avec la Moldavie ou avec un pays d'Amérique du Sud avec un pays d'Amérique du Nord ou avec un pays développé. C'est complètement différent. Et même d'ailleurs les tribunaux étaient tout le temps prévus dans les accords de libre-échange que l'on faisait avec des pays en développement. Mais là, c'est la première fois que nous faisons appel à des tribunaux arbitraux avec un pays développé, avec qui nous échangeons le même type de biens. Donc il risque d'y avoir, à mon avis, un certain nombre de possibilités que les États soient attaqués. On va parler du TAFTA tout de suite. Je voudrais qu'on parle de la monnaie aussi, du dollar, parce que les Américains jouent aussi avec ce dollar qui leur permettent de pouvoir vendre leurs produits en jouant, et que c'est plus compliqué évidemment avec l'euro. Il a baissé de 30% l'euro. En effet. Oui. Regardez ce sujet sur le TAFTA, puisqu'on a beaucoup parlé du CETA. Le TAFTA est au point mort, dit-on. Il a suscité beaucoup de débats avec une France, un gouvernement qui a évolué sur cette question du TAFTA. Le ton est monté progressivement, mais ça n'a pas toujours été le cas. Regardez ce sujet réalisé par Marie Desmarques. Marche arrière sur le TAFTA. Après 3 ans de négociations, la France ne veut plus du traité transatlantique. Le gouvernement reproche aux Américains de ne pas avoir joué le jeu. Ces négociations, d'une part, ont été engagées dans une opacité totale, qui ont créé de la défiance et de la peur, je le disais tout à l'heure, et d'autre part, sur le fond, se sont très mal déroulées.
C'est donc un revirement à quelques mois de l'élection présidentielle et face à la contestation du TAFTA dans une partie de l'opinion publique. Car en février 2014, François Hollande réclamait au contraire une accélération des discussions. Nous voulons aboutir à cet accord. Pourquoi ? Parce qu'il sera aussi un élément de la croissance. Si le TAFTA voit le jour, il représentera en effet un marché de plus de 800 millions de consommateurs, soit la moitié du PIB mondial. La plus grande zone de libre-échange jamais créée. Mais pour y arriver, il faut d'abord s'accorder sur de nombreux points et c'est là que les négociations échouent. Suppression des droits de douane, harmonisation des normes, ouverture des marchés publics et possibilité pour les investisseurs d'attaquer en justice les États qui ne respecteraient pas les nouvelles règles de la concurrence. Plusieurs membres de l'Union européenne qui s'étaient engagés avec beaucoup d'enthousiasme dans les discussions se sentent désormais pris dans un rapport de force inégal avec les États-Unis. C'est le cas du vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel qui déclarait récemment « Nous ne voulons pas plier aux exigences américaines ». Seulement voilà, il est aujourd'hui impossible de retourner en arrière. Le mandat donné à la Commission européenne pour obtenir cet accord est potentiellement valable éternellement. Et aucun pays de l'Union européenne ne peut vraiment arrêter les négociations. Emmanuel Morel, donc le député européen, je le redis, il y a un deadline, enfin une date limite pour le CETA, mais là le TAFTA, si je dis bien et si j'ai bien compris, là il est au point mort. La France s'est prononcée contre, mais il y a des négociateurs qui se réunissent dans des lieux secrets et qui continuent. Pas secret en l'occurrence. Pas secret. Pas sur le TAFTA. Hein. Non, je veux pas acheter le chiffon rouge faisant croire que c'est ça. Ça se passe dans des caves, mais en tout cas, c'est ça que les Français se sont sentis un peu en se disant mais qu'est-ce qui se raconte ? Le TAFTA, il avance ou il est au point mort ? Les rounds de négociation continuent. D'accord. En dépit de la position des Allemands et des Français. La vérité quand même, c'est qu'à partir du moment où vous avez... Position évolutive quand même. Oui, ça on l'a bien noté. Mais à partir du moment où la France et l'Allemagne ont émis un certain nombre de désaccords, moi je pense que, en tout cas dans les 2-3 ans à venir, il y a peu de chances que le TAFTA soit signé. Il y a quand même une différence fondamentale avec le CETA. Il faut bien que nos téléspectateurs comprennent. Le CETA, il est fait. C'est un document qui existe. Il va arriver là. Il faut que tu ratifies. Là, il y a une procédure de ratification. Il n'y a rien encore. Le TAFTA, il n'y a rien. Il y a juste 13 rounds de négociations. Bon, alors, au départ, on savait rien du tout. Il y a une pression. Même Mathias Fekl, lui, il devait aller à l'ambassade américaine à Paris pour consulter les documents. Comme nous, députés européens, on consultait les documents dans des salles sécurisées avec des gens qui nous surveillaient. Pas prendre en photo, laisser les téléphones dehors. Sinon, c'est vrai. Bon, ça a un petit peu évolué, un petit peu seulement. Mais c'est au point mort. Et en effet, ça bute sur un certain nombre de questions majeures. Bon, la question des indications géographiques, j'y reviens parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est fermé là-bas. Aux États-Unis, ils sont dans une logique de marque. Donc eux, ils fabriquent du brie de Meaux dans le Wisconsin. Ça les gêne pas. Ils appellent ça brie de Meaux. Du parmesan, de la feta. Ils mettent le champagne. Ça ressemble pas à du champagne. Bon, là, évidemment, les Européens disent mais nous, on a une logique. C'est un détournement de marque ou d'AOP ou d'un produit est lié à un territoire, à savoir un terroir. La question des marchés publics, les Américains, mais est-ce qu'il faut leur faire la reproche ? C'est ça le débat. Protègent leur marché public. Voilà, ils disent qu'il y a un certain nombre. C'est la culture américaine. Enfin, oui, comment ils vont faire encore une fois. Et moi, je comprends qu'ils bloquent là-dessus parce que derrière, il y a des millions de salariés, voilà, et des entreprises. Donc, puis ça bloque sur aussi d'autres points, notamment sur les questions écologiques, les questions agricoles, les questions phytosanitaires. Donc voilà, c'est pour ça que les pesticides dans les phytosanitaires, c'est les intrants. Exactement. Donc ça bloque. Après, je dirais pas, moi, je serais pas optimiste au point de dire c'est fini parce que on va avoir 2 campagnes présidentielles l'année prochaine, la française, enfin la campagne américaine et française. Voilà. Et puis les élections législatives en Allemagne. Puis si ça se trouve, vous aurez des gouvernements qui diront finalement on repart sur le TAFTA. Mais, donc il faut continuer. Mais vous, le député d'Amérique du Nord, comment vous convaincre les Américains de dire mais attendez, vous changez de modèle, c'est plus le patriotisme économique, vous ouvrez votre marché et vous acceptez un marchand de train qui fabriquera chez nous. Il faut raisonner sur la carte mondiale. Pourquoi est-ce que d'ailleurs les États-Unis ont commencé à vouloir s'intéresser à TAFTA alors qu'ils ne s'y intéressaient absolument pas ? Parce que justement il y a eu CETA. Et comme il y a CETA, c'est-à-dire le Canada et l'Europe, les Américains sont en train de se dire qu'une grande partie des flux économiques entre l'Europe et l'Amérique du Nord va aller vers le Canada au lieu d'aller vers les États-Unis. Et c'est ça qui a commencé à les inquiéter. Parce que le président Obama était tourné vers l'Asie, vers le Pacifique, pas du tout vers l'Europe. Avec la Chine, il y avait le débat avec la Chine. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Que les États-Unis regardent à nouveau du côté de l'Europe. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Ensuite, est-ce que le fait qu'il y ait un accord est une mauvaise chose en soi ? Mais bien sûr que non. Si un jour, il y avait un accord
qui s'appelle TAFTA ou autrement, entre les États-Unis et l'Europe, et que cet accord soit mutuellement, ça a été dit tout à l'heure, favorable, mais c'est une bonne nouvelle. Quel est le problème aujourd'hui ? Est-ce qu'on impose nos normes de bio éco-certes aux Américains ou est-ce que les Américains imposent leurs normes sur problème, Comment on fait ? Enfin, écoutez, soyons sérieux. Aujourd'hui, on est sorti de la négociation. Aujourd'hui, tout le monde sait que TAFTA ne pourra pas aller au bout, sauf à ce qu'il y ait un changement de logique. Parce que les Américains veulent rien entendre sur l'arbitrage, au contraire des Canadiens qui ont écouté, qui ont accepté. Je veux quand même dire que dans la procédure qui a été retenue pour le Canada, il y a un système avec des juges, mais il y a un système d'appel qui n'existe pas dans le système d'arbitrage américain. Donc, il faut bien comprendre ça. Si les Canadiens ont fait tous ces efforts, ils ont accepté d'ouvrir le marché public, ils ont accepté d'ouvrir et de protéger nos propres produits agricoles, ils ont accepté de revoir alors même qu'ils sont dans un rapport avec les Américains et que eux fonctionnent avec l'arbitrage depuis très longtemps, de revoir leur procédure leur modèle. Par rapport à l'Europe. C'est l'arbitrage, c'est les cours privés. Personne ne sait si, par exemple, dans 10 ans, effectivement, les États-Unis ne vont pas accepter, pour des raisons de géopolitique, de se tourner plus vers l'Europe et accepter de faire un certain nombre de compromis. L'arbitrage, ça fait penser à l'affaire Tapie. Et dans ce cas-là, il pourrait être intéressant pour nous de, à nouveau, regarder du côté de TAFTA. Je veux dire, il faut être pragmatique. Géostratégique. Il faut réfléchir à l'intérêt de nos acteurs économiques. Et la meilleure preuve que aujourd'hui on ne fait pas n'importe quoi, c'est justement que cet accord TAFTA, il a été bloqué, mais pas simplement par les Français, vous l'avez dit tout à l'heure, par les Allemands, et il est bloqué aussi par la Commission européenne qui laisse pas faire n'importe quoi et des choses totalement contraires à l'intérêt et à l'équilibre de l'Europe. Juste une question, sans vous embarrasser. La position de François Hollande en 2014 et celle qu'on a aujourd'hui, comment on a évolué comme ça, diamétralement ? Il fallait accélérer le processus, puis maintenant on s'oppose parce qu'on a très peur. Demandez-lui, moi... Non mais vous qui analysez et connaissez comment la France a pu passer d'une position à une autre comme ça ? Parce qu'il avait sans doute l'espérance que la négociation se poursuivrait et qu'on améliorerait. Bon, c'est un homme optimiste, ça vous a pas échappé. Mais je voudrais dire deux mots à nouveau. D'abord, une information, parce que les Français ne le savent pas. L'Union européenne est la première puissance commerciale du monde. On met aux Américains 100 milliards d'exportations bénéficiaires, excédentaires. C'est nous qui envahissons le marché nord-américain. C'est pas le contraire. De façon récurrente, depuis des années et des années, c'est 100 milliards d'euros au minimum, leur balance commerciale est en déficit. Parce que nous avons des industries, parce que nous avons l'agriculture, parce que nous avons une certaine économie d'excellence qui fait que on pénètre ce marché. Maintenant, la question des tribunaux arbitraux, c'est très important. Ça fait peur aux Français. Parce qu'il faut expliquer de quoi ils retournent. C'est une perte de souveraineté d'un État. Il faut faire de la pédagogie dans ces domaines qui sont très compliqué. Aujourd'hui, l'économie est mondialisée, la production est mondialisée, les marchés sont mondialisés. Bon. Il faut une justice commerciale internationale. Quand il y a des grandes multinationales qui sont en conflit avec un État, eh bien, ce conflit doit être réglé quelque part. Sinon, je vais vous dire ce qui se passe. Et tout le monde l'a vu, ce qui se passe. C'est la loi nord-américaine qui s'impose. La norme, le droit américain. La loi nord-américaine bénéficie de ce qu'ils appellent le droit d'exterritorialité. Et quand les entreprises françaises comme BNP Paribas ne la respectent pas, elles doivent payer. Quand ils commercent avec Cuba et que ça leur plaît pas, 9 milliards. 9 milliards. Bon, bien. Alors, si vous voulez éviter de subir, parce qu'il faut qu'il y ait une justice internationale. C'est vrai qu'il y a des conflits entre des investisseurs et des États. Il faut que ça soit réglé par la justice et par le droit international. Et là, il y a eu un vrai progrès. Parce qu'avant, c'était les tribunaux d'arbitrage où chaque parti désignait les juges. Leurs membres. Là, c'est l'Union européenne qui décide qui désigne pour 6 ans des juges professionnels avec toutes sortes d'exigences. C'est pas forcément des juges professionnels. C'est des juges compétents. Ça s'appelle des avocats, des spécialistes du sujet. Thomas Porcher, allez-y. Et j'avais une petite animation. 5 Européens, 5 Canadiens et 5 d'un pays tiers. Je pense que même en ratifiant, on aura toujours la loi américaine, parce que c'est un rapport de force. Enfin, à la Commission, il y a deux choses. Soit on subit et on se couche, ce qu'on accepte de faire avec ces traités, soit on subit
et on se défend. Il faut pas oublier qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est l'Europe la plus ouverte au monde, qui a quand même déjà énormément d'échanges avec les États-Unis et avec le Canada. Je vous rappelle que Apple, une société américaine, s'installe en Europe et paye 0,005% d'impôts. Voilà, en Irlande, tranquille. Ce qui lui vaut 14 milliards d'amendes. Oui, mais il a fallu quand même du temps. Hein. Donc tout se passe très bien. Et nous, on signe un traité en disant oui, c'est génial, c'est l'amitié. Et pareil, vous avez dit une convergence des normes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait 50-50? Qu'est-ce que c'est? Non, il y a des normes qui ne sont pas contradictoires. Il faut les reconnaître. Quand les normes donc on reconnaît le bœuf aux hormones. Pas du tout. Si on reconnaît les réglementations, c'est ça. Vous êtes d'une mauvaise foi. Non, je suis pas d'une mauvaise foi. Vous dites qu'on reconnaît les normes. Donc on reconnaît les normes américaines. Les normes sont équivalentes. Nous sommes contre le bœuf aux hormones. Je dis pas qu'il y a cet équivalent à nos normes. Elle est contradictoire à nos normes. Alors faites pas semblant de pas comprendre ce que je dis. Oui, mais alors attendez. Dans les 10 premières multinationales, vous en avez 8 américaines. 0 européenne. Dans les 100 premières multinationales, vous avez 60 américaines. Est-ce que vous pensez que quand il y a des négociateurs qui négocient les normes, ces multinationales ne sont pas derrière à pousser? Vous pensez pas que les géants de l'agroalimentaire américain n'ont pas intérêt à imposer leurs normes? Ayez un peu confiance dans nos forces européennes. Ayez confiance dans la Commission. Ayez un peu confiance. Pas dans la Commission, dans nos pays, dans leur savoir-faire. Je vous répète qu'on leur met 100 milliards dans la gueule depuis 30 ans. Et alors pourquoi ils veulent ratifier d'après vous? Mais pourquoi ils veulent ratifier? Parce que c'est mutuellement avantageux. Et encore une fois, si c'est pas mutuellement avantageux, et c'est le cas, ce n'est pas mutuellement. Eh bien, notre gouvernement a dit non. Et avec les États-Unis, c'est non. Regardez. Il a dit non, ou c'est les États-Unis qui ont dit non d'abord en premier pendant leur Vous êtes un complotiste. Là, vous êtes dans la théorie du. Non, je suis pas un complotiste. Bien sûr que oui. Est-ce qu'on a le droit de reconnaître des choses? C'est-à-dire qu'il voulait accélérer. Notre gouvernement a dit non. Votre gouvernement, 2 ans avant, voulait accélérer le processus. 2 ans après, il a dit non. Il change beaucoup d'avis. Il voulait changer d'avis parce que aux élections américaines, le consensus, c'était un consensus. Alors, c'était un consensus sur un arrêt des négociations. Thomas Porcher, je voudrais juste vous montrer cette animation parce qu'on parlait de l'assiette. Juste pour ceux qui nous regardent, on a parlé des normes, des tribunaux, et il y a une explication très précise. C'est France Nature Environnement, qui est une ONG environnementale française. C'est 800 000 membres. Elle fait cette proposition, et vous allez peut-être m'arrêter, tordre le cou à ce qu'ils disent. Exemple de différence réglementaire entre l'UE et les États-Unis. Autoriser aux États-Unis l'hormone antibiotique de croissance pour le bétail, c'est interdit chez nous, on l'a évoqué tout à l'heure. Non obligatoire, c'est la traçabilité de la viande aux États-Unis. Elle est obligatoire, évidemment, en Europe. La part d'OGM, ça c'est important, 80% maïs, soja dans les rations alimentaires, c'est ce qu'on va donner au bétail des jeunes bovins, et c'est seulement 5%, donc c'est la norme européenne, pas plus de 5% d'OGM. Donc, autorisé pour les farines animales aux États-Unis, c'était un scandale, en Europe, interdite. Chlore, acide lactique, autorisé aux États-Unis, interdit en Europe. 550, c'est le nombre d'additifs alimentaires autorisés. Ça, c'est l'objet de débats incroyables. Seulement 382. Et 28 heures, temps maximal de transport des bovins sans pause. Ça, c'est quand on va à l'abattoir. 14 heures chez nous. 28. Excusez-moi, on peut refaire 2 heures de débat, mais sur ces normes-là, la convergence, on l'a fait où? Mais c'est ça. Mais il n'y en a pas, la preuve d'ailleurs, il n'y a pas d'accord. Donc sur ces sujets-là, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'accord. Ce n'est pas dans l'accord. Mais il n'y a pas d'accord. D'accord. Est-ce que je peux juste nuancer? Voilà, nuancer. C'est-à-dire que, pas d'accord. En effet, pour l'instant, dans la négociation TAFTA, il est bien précisé, mais comme dans la plupart des accords de libre-échange, que de toute façon, un accord ne va pas aller à l'encontre de la législation européenne. D'accord, mais ça c'est le texte, c'est d'accord. Non, mais où est le problème? Le problème, c'est que c'est le diable est dans les détails. Et on a eu un débat passionnant au Parlement européen. La Commission a relâché un petit peu ses exigences par rapport aux perturbateurs endocriniens. Un grand débat d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était pas spécifiquement dans la législation européenne, en tout cas pas précisément, et que les Américains, eux, mettent une grosse pression parce que pour eux, il y en a partout. Donc c'est hyper important. Donc vous voyez... Ça se trouve dans les parois des boîtes de conserve, ça se trouve un peu partout, dans le plastique. Le problème, c'est que notre législation... C'est le bisphénol A, par exemple. Oui, c'est exactement ce cas-là, qui fait l'objet d'un débat le mois dernier. Donc le problème, c'est ça, c'est qu'on a une législation qui est par moment pas totalement adaptée, parce qu'il faut aller toujours plus vite. Après, ce que dit Henri est juste sur la convergence. Mais quelquefois, il y a un risque à la convergence. C'est pour ça qu'il faut être vers le bas ou vers le haut. Enfin, dernière chose, parce qu'on n'en aura pas parlé, mais on parle CETA, on parle TAFTA, mais on parle pas beaucoup des services. Or, c'est le principal problème aujourd'hui. Se négocie, là, pour le coup, dans le plus grand secret, à Genève, avec 50 pays issus de l'OMC, un accord de libéralisation des services qui s'appelle le TISA. Et là, je peux vous dire... Un nouvel acronyme, on va refaire un débat. TISA. Oui, mais ce qui est très important pour que les téléspectateurs voient à quel point il faut être vigilant, c'est que là, pour le coup, tous les secteurs de services sont concernés.
la santé, les transports, c'est-à-dire que voilà. les médecins, la médecine... Parce que comme l'OMC marche pas, en gros, on dit ceux qui sont d'accord pour les meilleurs alliés des services vont continuer à négocier. Ça serait quoi concrètement, TISA par exemple, pas sur le service de santé non mais par exemple sur ces services postaux par exemple, chez nous c'est plutôt public. Si on le met dans le pot commun de la libéralisation, vous voyez ce que ça peut donner. Pareil sur le transport, pareil sur l'énergie. Donc il faut être quand même vigilant parce que là où M. Porcher a raison, même si je partage pas toujours son point de vue, c'est que évidemment derrière il y a les forces de l'argent. Et les forces de l'argent, elles ont tout intérêt au libre-échange et tout intérêt à ce qu'il y ait de moins de normes possibles. Un mot chacun. Donc il faut que les élus soient très vigilants. Les forces de l'argent, on les régule ? Mais c'est tout l'objectif de ces accords. L'objectif des accords, c'est de réguler. On a envie d'y croire. Mais non, mais c'est une évidence. Après, aux élus de prendre leurs responsabilités, aux experts de prendre leurs responsabilités. Il faut veiller à ce que, évidemment, les accords soient équilibrés. Il faut veiller à ce qu'on défende nos principes de fonctionnement. Il y a évidemment, vous avez fait une liste tout à l'heure. Oui, mais c'est très clair. Mais ces produits-là, au Canada, par exemple, où il y a pour certains d'entre eux des systèmes de production identiques, ils ne rentreront pas en Europe puisqu'il y a des textes qui interdiront qu'ils rentrent en Europe. Les Américains, c'est une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas voulu finalement poursuivre, eux non plus, la négociation. Donc il y a un moment où peut-être que les Américains y reviendront s'ils s'aperçoivent que leur équilibre économique, parce que ce qu'a dit Henri est très vrai par rapport au poids de l'Europe, par rapport au poids des États-Unis, mais on pourrait parler du poids de l'Asie qui est à peu près équivalent à celui de l'Europe. On est juste Henri Weber. Mais à peu près équivalent. Et donc, c'est tout le problème des États-Unis aujourd'hui. C'est qu'à un moment, ils peuvent faire du protectionnisme, mais ils ont besoin, eux aussi, de trouver la capacité de fonctionner avec des marchés. 10 secondes, avant de quitter. L'éloge du compromis. C'est le débat ce soir, finalement. Dans cette affaire, nous avons veillé à avoir bretelles et ceinture. Si les accords ne sont pas mutuellement avantageux, ils ne verront pas le jour.